Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter d'une question que peut-être vous êtes nombreux à vous poser, c'est quels sont les meilleurs ETF à acheter pour capitaliser au long terme. Alors, petit rappel pour ceux qui ont raté les trains précédents et qui se demandent de quoi on parle. Alors concrètement, les ETF, Exchange Traded Fund en anglais, ce sont ce qu'on appelle des fonds indiciels. C'est-à-dire que ce sont des fonds communs de placement de manière générale. Donc une entreprise, une banque, un émetteur, eh bien, va prendre votre argent et va mettre votre argent dans une certaine stratégie en fonction de ce qu'elle vous vend avec des frais associés. Contrairement à acheter une action directement où c'est vraiment vous qui êtes propriétaire d'une part de l'entreprise. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi je passerai par un intermédiaire? On le sait effectivement, qui dit intermédiaire dit frais, qui dit frais dit réduction de la performance. Si on veut réduire les frais, eh ben en fait c'est relativement simple, il suffit d'acheter uniquement des actions. Et dans ce cas-là, vous avez uniquement les frais de votre courtier, c'est-à-dire votre banque ou la plateforme de courtier financier qui fait l'achat pour vous, mais vous n'aurez pas la deuxième couche de frais, qui est les frais de l'émetteur. Et pourtant, beaucoup de gens font des stratégies qui sont basées sur les ETF et non pas sur les actions. Pourquoi? Principalement pour la question de la diversification. La raison principale de pourquoi on n'achète pas juste plein d'actions et on achète des ETF, c'est parce que les ETF nous permettent d'être exposés à une quantité d'actions phénoménale. Concrètement, on va être exposé facilement à 1000, 2000 actions. Alors, rien ne vous empêche d'acheter ces mêmes 1000 ou 2000 actions. Cependant, il y a deux problèmes. Premièrement, il y a un problème de frais, parce qu'il y a un coût nominal à chaque transaction. Typiquement, moi, je trade sur Boursorama, je ne sais pas exactement comment ça se passe sur les autres plateformes, mais je pense qu'il y a des systèmes similaires. Soit vous avez un pourcentage fixe, donc plus vous faites plein de petits ordres, plus ça va vous coûter cher. C'est pas le cas de Boursorama, mais du coup, pour ne pas avoir de pourcentage fixe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, ok, mais vous pouvez pas faire d'ordre inférieur à 100 euros. Donc, bon, ok, c'est pas tant un problème, sauf que si votre stratégie c'est de répliquer un ETF où il y a 2000 entreprises et que vous voulez acheter bien ces 2000 entreprises une par une, ça veut dire que vous allez devoir être en mesure de dépenser 2000 fois 100, donc 200 000. Donc, autant dire que comme marche pour commencer à investir, c'est un petit peu chéro. C'est faisable, hein, et l'avantage c'est que typiquement, vous n'aurez pas les frais du gestionnaire qui peuvent varier entre 0,15 et 0,40% en fonction des ETF. Donc c'est clairement pour ça qu'on privilégie une stratégie d'investissement en ETF et non pas en action directement. Et à l'inverse, eh bien, il y a plein d'autres vecteurs d'investissement qui sont des vecteurs d'investissement qu'on appelle actifs. C'est-à-dire que contrairement au fonds indiciel, eh bien, vous allez donner votre argent à la banque et le banquier va vous dire t'inquiète pas, moi je suis un pro, je vais acheter quand le prix sera bas, je vais vendre quand le prix sera haut, et du coup, on va faire plein d'argent, je vais en garder une partie pour moi, et puis je te donne ce qui reste. Donc bon, le discours est très bien, sauf que les études empiriques démontrent que ça ne fonctionne tout simplement pas. Et le management actif, en tout cas l'ensemble des fonds actifs qui opèrent sur les marchés financiers, sont en moyenne 80% à être battus par ce qu'on appelle l'indice de référence. Donc l'indice de référence, typiquement, c'est un indice qui ne cherche pas à performer, c'est juste un indice qui prend des entreprises en fonction de critères par exemple de taille et qui suit leur cours de manière linéaire. Donc partant de ce principe-là, eh bien, c'est pour ça que le créateur de Vanguard a pris la décision de créer des fonds qui sont des fonds dits indiciels. C'est-à-dire que ces fonds, ils ne vont pas chercher à battre le marché, ils ne vont pas chercher à vendre au plus haut ou à acheter au plus faible ou à acheter les meilleures actions. Eh bien, ils vont simplement suivre un indice comme le S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grosses entreprises du monde, ou alors un indice comme, par exemple, le MSCI World, qui regroupe 1600 entreprises dans le monde entier. Donc une fois qu'on a dit ça, eh bien, on comprend pourquoi les ETF sont si intéressants. Sauf que une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu toute l'équation. Puisque les ETF, eh bien, il y en a beaucoup. Et surtout beaucoup, beaucoup plus depuis que les ETF ont une certaine popularité, puisque dès lors qu'il y a de la popularité, il y a de l'argent en finance, et dès lors qu'il y a de l'argent, eh bien, il y a plein de petits malins qui vont essayer
de s'approprier une part du gâteau, et notamment une grosse part du gâteau aujourd'hui, ça concerne les ETF thématiques. Alors les ETF thématiques, ils ont d'ETF à peu près que le nom. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un indice artificiel, un indice qui n'existait pas auparavant, comme le CAC 40, comme le S&P 500 ou le MSCI World. Ils créent un indice qui, par exemple, suit des entreprises qui travaillent sur l'eau, ou des entreprises qui travaillent sur les énergies renouvelables, ou des entreprises qui travaillent sur la crypto-monnaie. Et ensuite, ils vont suivre ces entreprises. Donc concrètement, c'est ni plus ni moins que du management actif. Parce que oui, vous suivez passivement un indice, mais cet indice, il a été créé de manière active pour générer un rendement supérieur. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, et j'avais fait une vidéo à ce sujet précédemment. Clairement, les ETF thématiques, pour moi, n'ont rien d'un investissement passif, et on perd vraiment l'intérêt propre qui est vraiment de répliquer le marché dans sa moyenne sans être confronté aux différents biais cognitifs que l'on peut faire en tant qu'investisseur. Donc une fois qu'on a dit ça, encore une fois, on a réduit le champ des possibles. Il nous reste tous les ETF qui suivent des indices classiques, comme le CAC 40, comme le Dow Jones, comme le S&P 500, comme le MSCI World. Mais là, encore une fois, il y a quand même pas mal de choix. Et d'où cette vidéo. L'idée, c'est de comprendre quels sont les ETF qui sont les plus intéressants. Est-ce qu'on doit acheter un petit peu de tout? Est-ce qu'on doit en acheter qu'un? Est-ce qu'on doit en acheter plusieurs? Quelle est la stratégie optimale? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour comparer des ETF, il n'y a pas tant de facteurs que ça. Le premier facteur, c'est un facteur fondamental, c'est la diversification de l'ETF. Alors la diversification de l'ETF, c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe que le nombre de lignes dans l'ETF. Alors pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un ETF qui a par exemple 500 actions, mais s'il suit 500 actions dans l'automobile, bon bah certes il y a 500 entreprises, mais si l'automobile se casse la gueule, les 500 se cassent la gueule. Donc il y a une notion de quantité, donc il faut que l'ETF représente beaucoup d'entreprises, en nombre. Si l'ETF il suit 3 entreprises, bon bah c'est pas vraiment intéressant, on aurait pu juste acheter les 3 actions. Deuxièmement, il faut qu'il soit diversifié en termes de secteur, donc il faut faire en sorte qu'il y ait un petit peu de services financiers, un petit peu d'industrie, un petit peu de biens à la consommation, un petit peu d'énergie, un petit peu d'automobile, etc., etc. De manière à ce que, quand un secteur se casse la gueule, les autres se portent plutôt bien et ça permet de lisser la performance. Donc, de la diversification en quantité, de la diversification en termes de secteur, et enfin une diversification géographique. La diversification géographique, elle est particulièrement pertinente dans la situation géopolitique que l'on vit aujourd'hui. On l'a vu avec l'Ukraine, on l'a vu avec la Russie. Vous aviez beau avoir un très bon portefeuille diversifié en quantité et en secteur, si toutes vos entreprises étaient en Russie, vous pouviez dire bye bye à vos économies. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de diversifier concernant les sièges sociaux des entreprises. Donc c'est pour ça qu'on va éviter d'investir dans un seul pays. Et ça d'ailleurs, c'est le point principal qui va recaler probablement l'ETF le plus connu et le plus investi, en tout cas en termes de valeur monétaire, c'est le S&P 500. Et c'est pour ça que je ne le classe pas dans mon top 2 des ETF, malgré que le S&P 500 soit très intéressant d'un point de vue du nombre d'entreprises, d'un point de vue de la diversification sectorielle, et même d'un point de vue aussi fondamental qui est au niveau des frais. Le S&P 500, pour le coup, il pêche un petit peu pour ce qui est de la localisation des entreprises. Alors il y a un contre-argument qui est intéressant à cette note, c'est de dire que certes, les entreprises sont américaines, mais pour la plupart, ce sont des entreprises qui opèrent dans le monde entier. Alors c'est pas totalement faux, effectivement. Même si le pouvoir d'achat des Américains s'écroule, le chiffre d'affaires d'Apple ne s'écroule pas nécessairement, puisque Apple vend énormément en Europe, énormément en Asie, etc. Néanmoins, même d'un point de vue juridique, il faut bien comprendre que les décisions politiques qui sont prises par le gouvernement américain vont impacter fortement les entreprises qui ont leur siège social aux États-Unis. Donc, pour moi, c'est ce qui fait que le S&P 500 n'est pas 100% optimal, bien qu'il reste un ETF probablement top 3, je dirais, aujourd'hui disponible, en tout cas au PEA. Le deuxième ETF qui est pour moi le meilleur, c'est le MSCI World Emerging Market, qui va très bien en combinaison avec le premier, qui est tout simplement le MSCI World de Amundi. Le code c'est CW8. Donc concrètement, ces deux ETF, ils fonctionnent parfaitement ensemble. Pourquoi? Parce que le premier, il regroupe à peu près 1600 entreprises dans tous les pays développés. Et le second, il regroupe un petit peu plus d'1 millier d'entreprises
dans tous les pays dits émergents, que ce soit des pays du Moyen-Orient, que ce soit des pays d'Asie, que ce soit des pays d'Amérique du Sud. Donc concrètement, avec juste ces deux ETF, vous allez pouvoir avoir une diversification en termes de quantité qui est colossale, parce que vous allez avoir plus de 3000 entreprises. Vous allez avoir une diversification sectorielle qui est quasiment optimale, être exposé à tous les secteurs avec une pondération qui est assez raisonnable. Vous allez pouvoir avoir une diversification géographique qui est extrêmement bonne. Certains diront que le MSCI World est surpondéré aux États-Unis, c'est une réalité, parce qu'il est pondéré par la capitalisation. Et aujourd'hui, les plus grosses entreprises du monde en termes de capitalisation, elles sont localisées aux USA. Néanmoins, je préfère avoir 50% de mon portefeuille aux USA que 100% en n'ayant que du S&P 500. Donc pour moi, c'est tout à fait raisonnable. Et enfin, ce sont des ETF qui, et ça c'est un facteur fondamental aussi, ont des frais minimaux. Concrètement, les frais du MSCI World et du MSCI World Emerging Market aujourd'hui, pour l'émetteur de Amundi, si vous le prenez sur votre PEA, puisque vous allez vouloir optimiser la fiscalité française, eh bien ils sont de 0,20%. Donc un tout petit peu plus que le S&P 500, mais on reste quand même sur des taux de frais courants qui sont vraiment minimaux. Et c'est clairement pour moi ce qui justifie une combinaison MSCI World, MSCI Emerging Market qui est extrêmement puissante. Si on veut simplifier, et d'ailleurs c'est ce que je conseillerais à la plupart des investisseurs qui ne veulent pas s'enquiquiner, c'est de ne prendre uniquement que du MSCI World, donc se détacher de la partie Emerging Market qui est une partie plus risquée, plus volatile, et surtout le problème d'avoir deux lignes, c'est que ça pose la question de l'équilibrage. C'est-à-dire que dès lors que vous avez plus d'une ligne, vous devez répondre à la question quel pourcentage. Moi, je vous répondrais, si vous voulez faire quelque chose d'optimal, de standard, quelque chose comme 80% MSCI World, 20% MSCI Emerging Market. Néanmoins, vous pouvez tilt plus vers l'un ou vers l'autre. Néanmoins, si vous ne voulez pas vous occuper de l'arbitrage, pas vous occuper de savoir qu'est-ce qui a surperformé, qu'est-ce qui a sous-performé, et simplement investir de manière bête et méchante en étant sûr d'avoir des résultats performants au très long terme, eh bien vous pouvez simplement faire du 100% MSCI World, et dès lors que le profil de risque 100% action eh bien, vous correspond, c'est un portefeuille qui est largement supérieur à l'écrasante majorité des portefeuilles qui ont été design ligne par ligne par des particuliers qui ont passé des centaines d'heures à étudier telle ou telle action. Donc c'est ça aussi qui est paradoxal, c'est que finalement, la solution des ETF, elle a une dynamique qui est contraire à ce qui est vrai dans beaucoup de domaines, c'est que la simplicité domine la complexité. Dans beaucoup de domaines, plus on s'intéresse à un sujet, plus on creuse la question, plus on va chercher les détails, plus on va avoir un résultat qui est peaufiné et qui est meilleur. Et bien en fait en finance, c'est paradoxalement différent. La personne un petit peu paresseuse qui va juste acheter du MSCI, elle va très probablement avoir des résultats bien meilleurs que la personne qui s'investit, qui apprend, qui se forme et qui essaye de construire son portefeuille soi-même. Donc c'est pour ça que si vous vous posez la question, eh bien je vous réponds, faites un portefeuille équilibré avec du MSCI World, un petit peu de MSCI Emerging Market, et clairement vous serez set pour du long terme, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, vous pouvez vous occuper de choses beaucoup plus intéressantes dans la vie et laisser les intérêts composés travailler pour vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines et puis à me dire en commentaire si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier.